Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, décès de l'étudiant Matar Diagne dans une chambre à l'UGB, le procureur de la République ordonne l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de ce décès. Baïcham informe qu'une perquisition à personne qualifiée a été établie aux fins d'autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. Scandale supposé impliquant des milliards de francs CFA et mettant en cause un homme d'affaires ainsi qu'un ministre de la République, le ministre des Finances et du Budget dément et précise que son département fait l'objet de nombreuses convoitises. Cheikh Diba révèle que l'affaire est entre les mains de la justice. Vous l'entendrez dans cette édition. Bargny, après près d'une décennie de lutte pour la fermeture de la centrale à charbon, la Cour suprême statuera ce 13 février sous la requête du rassemblement des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. Leur à peine alerte, la centrale représente une véritable menace sur l'environnement et la santé des populations. À suivre dans cette édition les explications de notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Et puis le syndicat national des gens de mer, offshore, pétrole et gaz est en colère. Ses membres exigent l'application de la loi sur le contenu local dans les plus brefs délais. En conférence de presse, les syndicalistes ont également dénoncé les écarts de rémunération entre les travailleurs sénégalais et leurs homologues étrangers. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Décès de l'étudiant Matar Diagne dans une chambre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le procureur de la République ordonne l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de ce décès. Dans un communiqué publié cet après-midi, le procureur de Saint-Louis a annoncé la découverte d'un corps sans vie dans une chambre d'étudiants au campus 1 de l'UGB. Une perquisition à personne qualifiée a été établie aux fins d'autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès. Suite donc à la découverte du corps sans vie de leur camarade Matar Diagne, les étudiants de l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, ont décrété aujourd'hui une journée noire avec 24 heures de cessation de toute activité pédagogique. C'est pour le respect de la mémoire du défunt étudiant en Master 1 au département de droit qui a été retrouvé mort dans sa chambre. Écoutons Alpha Issag Diallo, le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il est au téléphone d'Antoine Diouf. Les événements se sont déroulés hier dans la nuit. Nous avons retrouvé notre camarade Matar Diagne, étudiant à l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques à Master 1 droit public, sans vie dans sa chambre au village A. Eh bien, par la suite, compte tenu de la gravité de la situation, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une journée noire qu'elle a fait accompagner à 24 heures de cessation de toute activité pédagogique. Autre élément qu'il faut signaler également dans la communication, c'est de dire qu'il faut faire très attention par rapport aux messages qui sont véhiculés, à l'information qui est donnée. Parce que cela peut s'avérer parfois quelque peu, un peu mal vu par la famille, ça peut toucher à la sensibilité de la famille. Donc, faire attention pour le moment. Les autorités compétentes étaient sur place hier pour faire le travail. Eh bien, il faut attendre qu'elles nous reviennent pour en savoir davantage. Mais pour le moment, personne ne peut dire avec exactitude ou définir les circonstances de ce décès-là. Donc c'est l'appel que nous lançons à l'ensemble des étudiants, mais aussi à la communauté, à l'opinion nationale comme internationale, à faire montre de beaucoup de prudence et de retenue dans le traitement de ces informations-là. Scandale supposé impliquant des milliards de francs CFA et mettant en cause un homme d'affaires ainsi
qu'un ministre de la République, le ministre des Finances et du Budget, dément et précise que son département fait l'objet de nombreuses convoitises. Il révèle que l'affaire est entre les mains de la justice. Voici les explications de Cheikh Diba. Il est le ministre des Finances et du Budget. Ses propos sont recueillis par Pape Mafalfal. On continue à travailler dans la sérénité parce que nous avons besoin de sérénité. Le contexte est très difficile. Nous n'avons pas le temps souvent de regarder derrière, de regarder au niveau du rétroviseur. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients de ce qui nous attend et que nous soyons aussi quittes avec nos consciences. Parce que nous sommes conscients d'une chose, c'est que ce pays vient de très loin. Des gens ont fait des sacrifices, y compris le sacrifice ultime. 80 personnes sont mortes pour le Sénégal. Ils ne peuvent pas être plus sénégalais que nous. Nous ne l'accepterons pas. Nous nous sommes gorés. Et nous, comment nous pouvons travailler à rendre hommage à ces gens-là? C'est que c'est les responsabilités qui nous sont confiées, que nous attachions nos ceintures et que nous travaillons à aller vers l'atteinte des objectifs. Et c'est le plus important. Le ministère des Finances fait l'objet de convoitises. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour du ministère des Finances, pour ne pas dire autour du ministre des Finances lui-même. Les débats sont là, on n'entrera pas dans certaines considérations, puisque certains dossiers certainement sont maintenant auprès de la justice, et la justice fera son travail. Mais je puis vous assurer d'une chose, c'est que nous ne serons pas pris à défaut. Parce que le ministre des Finances, le Premier ministre, c'est vrai, il a appelé le Sénégal à la transparence. Il nous a appelé au Djoub Djoubel Djoubanti. Après que le président de la République nous ait appelé à cela. Mais je peux vous dire une chose. C'est parce que nous partageons ces valeurs que nous sommes là. C'est parce que nous partageons ces valeurs que nous sommes là. Moi, je n'accepterai pas que le président de la République, on va voir ça sur l'offre, le président de la République, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs qui sont bonnes, mais nous avons des valeurs qui sont bonnes. Le Premier ministre a des valeurs qui sont bonnes, mais nous avons des valeurs. Restons à l'Assemblée nationale qui a adopté aujourd'hui deux projets de loi visant à encadrer les secteurs bancaires et de la microfinance. Concernant la réglementation bancaire, le président de l'ACSIF, Association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahim Sissé, relève des manquements et apporte des éclairages. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Mafalfal. Nous pouvons dire tout simplement que cette loi-là est importante, mais insuffisante. D'autant plus que nos attentes, en réalité, n'ont pas été réellement prises en compte par la loi, notamment la loi sur le délai de rétraction. Aujourd'hui, tout le monde sait que les conventions de prêt sont signées à la banque sous pression. C'est après lu et approuvé que les usagers signent ces conventions-là. Donc, la loi n'en parle pas. Aussi, il y a le cas de la mobilité bancaire. Tout le monde sait que pour changer de banque aujourd'hui dans ce pays, c'est la croix et la bannière. Le client paye énormément d'argent. Attestation d'engagement 87 750, attestation de non-engagement 87 750, des frais, des pénalités de remboursement par anticipation. Donc, pour changer de banque, le client paye énormément de temps, paye énormément d'argent, perd énormément de temps et ces papiers-là ne sont pas accessibles. Aussi, si le client est frappé d'un sinistre, il doit devoir se placer sous la protection de la loi. C'est ça la loi sur le délai de grâce. Malheureusement, le projet n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre client et banque sur les forces ne sont pas d'égal à égal. Si le client porte préjudice à la banque, immédiatement, la banque saisit la justice, ses comptes sont saisis, ses maisons sont réalisées à la criée. Alors que s'il s'agit de la banque qui porte préjudice aux clients, malheureusement, rien n'advient parce que les clients n'ont pas les moyens de soutenir des frais de procès. C'est pourquoi nous avions demandé la mise en place d'un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients. Mais ce qui est encore plus grave, c'est ce que dit la loi sur la finance islamique. Il y a une omission. Ils ont passé sous silence le principe le plus fondamental de la finance islamique, en l'occurrence le partage des risques. C'est vrai que la finance islamique ne prend pas d'intérêt, ne donne pas d'intérêt,
Mais il y a le principe du partage des risques. Les bénéfices sont partagés, comme les pertes aussi sont partagées. La loi reste, garde l'omerta, garde le silence sur ce principe fondamental que recouvrent les produits comme Moudaraba, Moucharaka. Je vous le disais dans les titres, après près d'une décennie de lutte pour la fermeture de la centrale à charbon de Bargny, la Cour suprême statuera ce 13 février sur la requête du rassemblement des associations pour la protection de l'environnement et de la nature. Selon le RAFEN, la centrale représente une véritable menace sur l'environnement et la santé des populations de Bargny et Sendou. Les détails avec Babacar Seck. Les communautés de Bargny sont plus que jamais déterminées pour demander la fermeture de la centrale à charbon qui, selon elles, est une bombe écologique. Le RAPEN conteste l'installation de la centrale à charbon et demande sa fermeture. Force est de reconnaître les enjeux sont de taille. Depuis son installation contestée par les populations de Bargny, les communautés souffrent de la pollution atmosphérique provenant des poussières de cendres et de charbon. Le déversement d'eau usée contenant une forte concentration d'hydrocarbures. La cohabitation de plus d'1 millier de femmes avec la centrale à charbon est devenue impossible. Parce qu'une centrale à charbon dans une ville, près des communautés, près d'un lieu recevant du public, nous savons que ça ne doit pas se passer comme ça. C'est pourquoi les communautés bargnoises, par exemple les femmes transformatrices, les pêcheurs, les charretiers, et donc toute la communauté bargnoise s'est levée comme une seule personne pour dire non à cette centrale. On n'a jamais voulu cette centrale et on ne le voudra jamais. On veut qu'on délocalise la centrale. Pour rappel, ce jeudi 13, la Cour suprême va statuer sur la requête pour excès de pouvoir face au rejet que le RAPEN juge implicite du ministère de l'Environnement portant sur la cessation des activités de la centrale à charbon située à moins de 500 mètres des habitations. Les dépositaires et revendeurs de poussins et aliments du Sénégal tirent la sonnette d'alarme sur la hausse des prix du poussin. Ils craignent une pénurie et une flambée des prix du poulet pour le mois béni de Ramadan et la Korité. Il interpelle le ministre de l'Élevage. Ibrahima Diouf, membre de l'association des dépositaires et revendeurs de poussins et aliments du Sénégal, est au micro de Babacar Seck. L'agriculture du Sénégal connaît des difficultés majeures. Aujourd'hui, nous faisons face à une augmentation abusive du prix du poussin. Parce qu'on remarque une augmentation de 2023 à nos jours, on y remarque une augmentation de 7 500 francs sur le carton de 50. Oui. Donnant des raisons sur l'augmentation des œufs à couver. Aussi, nous pouvons dénoncer la mauvaise qualité des poussins dans le marché national en comparaison avec celui de la sous-région. La rareté de la souche adéquate au type de température de notre pays. La non-réglementation du secteur favorisant la loi du plus fort. Donc il ne peut pas attendre jusqu'au moment jusqu'aux périodes de la Korité, des mises en place de la Korité, pour encore faire une autre hausse. En disant que l'OAC a encore augmenté, ce qui n'est pas vrai. Parce que l'OAC n'a pas encore augmenté ces dernières semaines. Ce qui risque de se passer au moment des fêtes de la Korité, il risque d'avoir une pénurie au niveau du produit final, au niveau des poulets. Il risque d'avoir une pénurie parce que beaucoup d'éleveurs, surtout les petits éleveurs, ils ont préféré ne pas acheter les poussins. On risque d'avoir une cherté du prix du poulet. Oui, le prix risque de monter jusqu'à 4 000, 4 500. Oui, ce qui ne serait pas accessible pour tout le monde. Pendant ce temps, le syndicat national des gens de mer, offshore, pétrole et gaz alerte en conférence de presse. Ses membres dénoncent la précarité persistante des travailleurs du secteur, l'absence d'un cadre juridique, la convention collective et les inégalités inquiètent les syndicalistes. Ils exigent l'application de la loi sur le contenu local dans les plus brefs délais. Les écarts de rémunération entre les travailleurs sénégalais et leurs homologues étrangers étaient également au menu de cette conférence de presse. Écoutons Maïssa Mbaye, membre du syndicat national des gens de mer, offshore, pétrole et gaz. Ces propos sont recueillis par Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Le premier point, c'est l'absence d'un cadre juridique ou convention collective
qui réglemente les relations entre employés et employeurs dans le secteur maritime. Depuis des années, depuis 2021, nous avons assisté à l'avènement de l'offshore au Sénégal. Les fils de ce pays-là sont dans les unités offshore qui opèrent dans les eaux sénégalaises, mais malheureusement, ils sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi ils sont laissés à eux-mêmes? Parce qu'il n'y a aucun cadre juridique qui les relie avec leurs employeurs. Il est inadmissible que l'on parle de chômage au Sénégal, qu'on dise que les jeunes empruntent la voie maritime, les jeunes se suicident dans l'océan, alors qu'il suffit juste d'organiser ce milieu. Il suffit juste d'organiser ce secteur maritime, ce secteur de l'offshore, pour pallier à ce problème de chômage au Sénégal. Donc ce que nous voulons, c'est l'application et sans délai de la loi sur le contenu local. Il y a un nombre infini, je dis bien infini, d'étrangers qui opèrent dans nos eaux. Alors que des Sénégalais sont là, qui ont les capacités et l'habilitation de travailler. Nous exigeons que l'on réglemente, que l'on organise ce secteur-là, pour que ces jeunes Sénégalais-là qui sont là, en train de chômer, qui sont partis étudier, ils ont leur diplôme, ils ont fait leur capacitation, ils ont les certificats nécessaires et habilités à faire ce travail-là, qu'on les remplace par ces étrangers-là. Éducation dans ce journal, l'état de dégradation du lycée Seydou Nourou Tall est alarmant. Les anciens élèves de l'établissement et l'association du groupe des alumni du lycée Thierno Seydou Nourou Tall interpellent les autorités étatiques et l'heure est à la mobilisation pour la réhabilitation. L'association des anciens élèves du lycée Seydou Nourou Tall milite pour la reconstruction de l'établissement qui est dans un état critique. Donc aujourd'hui, nous recevons les alumni, l'association des anciens du lycée, qui sont venus se rencontrer pour étudier les voies et moyens qui permettent de changer la situation de l'établissement. Parce que, comme vous le savez, l'établissement est dans un état de délabrement avancé. Et depuis longtemps, il y a eu des visites par-ci par-là pour quand même changer la situation du lycée, les bâtiments qui sont vétustes et tout. Pour ces derniers, plusieurs obstacles entravent le bon fonctionnement du lycée. La plaie est très profonde, hein. Les bâtiments sont vétustes, donc il y a des fissures au niveau du bloc administratif, il y a problème d'étanchéité, il y a beaucoup de problèmes. De toutes les façons, eux, ils n'ont jamais croisé les bras. À chaque fois que c'est possible, ils interviennent pour régler un problème ponctuel. Donc, effectivement, nous avons jusqu'à maintenant des priorités, beaucoup d'autres problèmes, des problèmes de table-banc, problèmes avec la réduction des frais d'inscription, problèmes d'entretien, problème de consommables informatiques, problème même de salles informatiques. Les 2 salles informatiques dont nous disposons étaient pleines d'ordinateurs. Mais maintenant, aucune de ces 2 salles n'a un seul même ordinateur, à part les ordinateurs que nous utilisons dans nos bureaux. Il lance un appel aux autorités pour la reconstruction du lycée. En 2019, nous avions fait un appel à l'action à l'endroit de l'État du Sénégal, des partenaires, mais aussi des anciens élèves et des parents d'élèves. Et cette action nous avait permis, grâce à une mobilisation forte, de réhabiliter l'ensemble du lycée en refaisant la peinture, en réhabilitant des tables-bancs, en installant des extincteurs, entre autres matériaux dont avait besoin le lycée en urgence à l'époque. 5 ans après, nous sommes de retour parce que ce qu'on avait fait, ça part un peu en cendres. On attend toujours les actions de l'État. Donc cette occasion-là, on l'a saisie aujourd'hui pour les appeler à nouveau, en s'adressant au ministère de l'Éducation nationale, à la primature, à la présidence de la République du Sénégal, pour leur demander de porter une attention particulière à ce lycée d'excellence-là.
L'association espère qu'une solution sera vite trouvée pour redonner à ce lycée son prestige d'autant. Le lycée Seydou Nourou Tall est selon ses membres un héritage qui mérite d'être entretenu. Lancement de la semaine nationale de l'école de base à Dara Djolof, c'est dans le département de Linguère. L'inspecteur d'académie de Louga invite les autorités éducatives à sensibiliser les parents d'élèves sur les mariages précoces et la transhumance qui freinent le maintien des filles à l'école. Le thème de cette année est la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Le point avec Nala Diop. De la 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base à l'école élémentaire Sidi Alboury Ndiaye de Dara a été un grand moment de mobilisation et d'échange de la communauté éducative de la région de Louga. La nouvelle initiative pour le développement, pour la transformation humaniste de l'école, sous le sigle NITE, qui voudrait dire qu'on doit orienter l'école vers la consolidation, vers l'appropriation par les élèves, les acteurs scolaires, des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines, mais également des valeurs civiques. C'est pourquoi cette année, le thème a été révélateur. C'est un thème qui permet de connecter les populations, l'école, les élèves à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, à la police et à la gendarmerie. À cette occasion, l'inspecteur d'académie de Louga a invité les différents acteurs à unir leurs efforts pour améliorer les performances scolaires, mais aussi à sensibiliser les parents d'élèves sur les mariages précoces et la transhumance qui plombent les enseignements apprentissages. Il y a encore des défis à relever. C'est d'abord le défi relatif au maintien des filles à l'école, avec la problématique des grossesses précoces, surtout des mariages précoces. Plus aussi, l'autre problématique, c'est celle-là relative à la transhumance, qui fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants quittent l'école précocement sans avoir terminé le cycle élémentaire ou le cycle moins secondaire. Dans le même sens, l'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement exhorte les acteurs du système éducatif à matérialiser le concept unité, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Maintenant, la particularité de cette année, il y a une nouvelle vision du ministère de l'Éducation qui s'appelle donc la NITE, donc qui constitue donc une sorte de nouvelle dynamique de transformation qui veut bâtir une société, donc une école de tous, éclairée, juste, où tous les Sénégalais donc auront accès donc à l'éducation. Et ceci pour répondre donc aux défis donc de l'émergence donc sur lequel donc les nouvelles autorités donc se sont fixées et en traçant donc dans l'agenda 2050 un axe donc qui est le capital humain. Initiée en 1997, la Semaine nationale de l'école de base permet d'ouvrir une page de réflexion autour d'un certain nombre de problématiques qui intéressent l'école sénégalaise. Campagne de mobilisation des ressources en faveur de la lutte contre la mortalité infantile et néonatale. Les collectivités locales s'engagent. Le plaidoyer a été lancé en marge d'une réunion de sensibilisation qui s'est tenue à la direction médicale de Kaffrine en présence du gouverneur de la région. Je vous propose de suivre les explications d'Abdoulaye Wilane, président du conseil départemental de Kaffrine. Le voici avec Boubacar Falbo. À l'initiative de l'UAL qui, en partenariat avec 3CAP Santé et la direction qui s'occupe de la problématique de la santé mère-enfant, nous sommes réunis ici à Kaffrine avec l'ensemble des élus pour booster les actions que nous sommes appelés à mettre en œuvre. Nous allons en parfaite intelligence avec l'État central et en collaboration avec les services techniques déconcentrés et les partenaires, tous ensemble, mettre en musique des actions de sensibilisation pour, dans le cadre d'une inventivité, de la créativité, mais vraiment booster la mobilisation de ressources. Sur ITV, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.